Bonsoir. Donc tout d'abord, merci de l'invitation, de venir ici, d'avoir l'occasion de parler de changement climatique. Alors, bon, le changement climatique, c'est un sujet d'actualité et un sujet, disons, qui parfois est assez polémique, ou disons qui un certain nombre de fois est passé vraiment dans l'arène publique de façon assez polémique. Et donc ce soir, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans les questions de changement climatique, alors évidemment, la question est très compliquée. Donc, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait. Et moi, je travaille sur ces questions-là depuis une quinzaine d'années. C'est un sujet qui est vraiment étudié depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'on sait. Et je vais insister un peu. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer, mais je vais faire un peu de physique à la base pour vous essayer de vous expliquer que les questions qu'on se pose et les questions du changement climatique reposent vraiment sur des questions physiques qui sont réalistes, d'accord ? Et alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont très simples. Hein, je vais vous montrer justement qu'il peut y avoir quelques subtilités, etc. Voilà. Donc, je sais que par rapport à des conférences que je faisais il y a quelques temps, où, disons, on était plus sur l'aspect attention et réservoir du climat, du changement climatique, on disait quel était ce risque. Finalement, là, moi, depuis quelques années, c'est beaucoup plus d'essayer d'expliquer pourquoi on se pose la question. D'accord ? Quelles sont les justifications physiques qui font qu'on s'est posé la question du changement climatique. Donc, mais je vais essayer quand même de faire ça. Donc c'est de la physique, hein, c'est pas drôle la physique. Bon, ça dépend, il y en a qui aiment ça quand même. Mais je vais essayer de pas non plus vous en dégoûter. Alors, la question du changement climatique, en fait, finalement, c'est une question qui est assez ancienne, hein, qui date d'un peu plus d'un siècle. Et en fait, elle a été posée par un physicien français qui s'appelle Joseph Fourier, alors qui est très connu par tous ceux qui ont fait des études scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi de Fourier, la série de Fourier, la transformée de Fourier. Alors, en thermique, il y a la loi de Fourier, la conduction. Donc, c'est vraiment quelqu'un extrêmement présent. Donc, c'était quelqu'un qui était à cheval entre la physique et les mathématiques. Et donc, qui a été quelqu'un de très important. Et un de ses sujets d'intérêt, c'était le climat de la Terre. Et c'est vraiment la première personne, disons, qui a placé la question du climat de la Terre dans le domaine de la physique, donc des sciences dures. Et pourquoi, à cette époque-là, de façon très schématique, le schéma de pensée était que la Terre, c'était un bout du Soleil, hein, qui avait été arraché, on ne sait pas trop comment, enfin, donc qui avait été très chaud il y a très longtemps, et donc qui s'était éloigné du Soleil, et donc qui se refroidissait petit à petit. Et donc le refroidissement de la Terre fait que ça se fripait, et c'est ça qui faisait les montagnes. Et puis, grosso modo, ce qui gérait la température de la Terre, c'est ce lent refroidissement, hein, puisque la Terre avait été très chaude, elle se refroidissait, et en fait, on pensait que la chaleur venait de l'intérieur, et c'était ça qui chauffait la Terre. Et donc, en fait, Fourier est parti sur cette idée-là, et par le calcul, il a montré que cette hypothèse était fausse, d'accord, qu'en fait la chaleur qui venait de l'intérieur de la Terre était très, très faible, et que les principales les principaux phénomènes qui régissaient la température de la Terre, c'était d'une part le Soleil qui arrivait et qui chauffait, et d'autre part, alors ce qu'on appelle maintenant le rayonnement infrarouge, ce que lui appelait à l'époque, ils appelaient ça la chaleur obscure, hein, du rayonnement qu'on ne voit pas, qui venait d'être découvert quelques années avant par Richter. Et voilà, donc c'est lui qui a mis c'est lui qui est le fondateur en fait de ce qu'on appelle la physique du climat, d'accord ? Donc, et qui a dit la température de la Terre, c'est quelque chose qui s'ajuste en fonction d'une part l'énergie qui arrive, c'est-à-dire du Soleil, et l'énergie qui part par le rayonnement infrarouge. Et tout de suite, dès qu'il a posé cette question-là, d'accord, donc en tant que physicien, il s'est dit ça veut dire que soit si je change la position du Soleil ou l'intensité du Soleil, je vais changer le climat. Ou si je change la façon dont la Terre se refroidit, je vais changer le climat. D'accord ? Donc dès qu'on a compris en fait comment marchait le climat, quels étaient vraiment les ingrédients de base, on s'est tout de suite posé la question, grosso modo, de l'influence du climat en réponse soit à une variation du rayonnement solaire, soit à une variation du refroidissement. Voilà. Et donc, en fait, c'est lui aussi le fondateur de ce qu'on appelle l'effet de serre, bien que lui-même n'ait pas amené ça. Donc,
voilà, ça c'est un petit schéma pour dire que de même que dans une maison, grosso modo, la température qui fait dans une pièce, c'est un espèce de compromis entre, d'une part, la chaleur que vous apportez par le chauffage et d'autre part, l'isolement ou les déperditions thermiques. Hein. La Terre, c'est un peu ça. Le chauffage, c'est le Soleil et le refroidissement, c'est le rayonnement infrarouge, puisque la seule façon qu'a la Terre, ou comme toutes les autres planètes, de se refroidir vers l'espace, c'est d'émettre du rayonnement infrarouge. Il n'y a pas d'autre type d'échange de chaleur qui existe dans le vide à l'extérieur de l'atmosphère. Donc ça, c'était au 19e siècle, milieu du 19e siècle à peu près. Et en fait, la première personne qui a vraiment fait le premier calcul de l'effet de serre, c'est Svante Arrhenius, donc fin 19e, début 20e. Et c'est lui aussi le premier qui a émis l'hypothèse du fait que des variations de concentration de CO2 pouvaient changer le climat. Alors, à cette époque-là, sa question à lui, c'était pas tellement d'étudier l'influence de l'activité humaine sur le climat, c'était en fait de chercher une explication aux variations de climat passées. Au début, fin 19e, on commençait à être convaincu qu'il y avait eu des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc il y avait eu des grosses calottes qui avaient fait les moraines dans les Alpes, etc. Et il cherchait à cette époque un mécanisme physique qui puisse expliquer ces périodes glaciaires et interglaciaires. Et donc, lui, son argument, c'était de dire que c'était le CO2, et donc, c'était une des hypothèses, d'accord. Et donc, il a essayé de tester cette hypothèse, et il a fait le premier calcul. Mais aussi, il a extrapolé en disant, si on continue à émettre du charbon, etc., alors lui, ce qu'il disait, c'est d'ici quelques milliers d'années, on pourrait changer le climat. Bon, alors il se trouve qu'on va voir que ça s'est accéléré, puisque c'est plutôt quelques dizaines, quelques centaines d'années, mais la question a été posée donc au fin 19e, début 20e. Alors, la base de l'effet des activités humaines sur le climat, c'est vraiment justement cette variation de l'effet de serre. Et l'effet de serre, c'est quoi? C'est en fait ce qui pilote la façon dont la Terre se refroidit vers l'espace. D'accord? Donc je vous ai dit, il y a deux choses qui régissent la température de la Terre. D'une part, l'énergie qui vient du Soleil, d'accord, et d'autre part, le refroidissement. Alors, je reviendrai un peu plus tard dans les discussions sur l'effet du Soleil lui-même. Là, je suppose qu'il ne bouge pas, d'accord. Je vais surtout m'occuper donc de la partie refroidissement de la Terre, et c'est ce qu'on appelle donc l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? Alors, pour le comprendre, je vous rassure, il ne va pas y avoir d'équation, c'est juste les principes de base qui permettent d'expliquer l'effet de serre. Alors la première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les corps émettent du rayonnement. Alors, le rayonnement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une lampe, par exemple, ça émet du rayonnement. Pourquoi? Alors, on le voit, ce rayonnement, parce que le corps est chaud. Mais tous les corps, nous-mêmes, là, on émet en permanence du rayonnement, qu'on ne voit pas. Et en fait, la quantité de rayonnement émis dépend de la température. Et plus un corps est chaud, plus il émet de rayonnement, moins il est chaud, moins il émet de rayonnement. Bon, ça, c'est des lois physiques connues. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous demande de les admettre, mais il n'y a pas de. C'est quelque chose maintenant qui n'est pas contesté. L'autre chose aussi qui est bien connue des lois de la physique, qui repose sur des lois de physique solides, c'est le fait que le rayonnement, justement quand un corps est à très haute température, au-dessus de 500, 700, 1000 degrés, on voit une partie du rayonnement émis. Alors il y a une partie du rayonnement qu'on ne voit pas, mais une partie du rayonnement émis, et ça je vous donne des ordres de grandeur là, de quelques corps qu'on voit tous les jours. Donc il y a le Soleil, sa température extérieure est de l'ordre de 6000 degrés. Un filament de tungstène, la température, c'est de l'ordre de 2000-2500 degrés. La lave, c'est de l'ordre de 800, 1000 degrés, etc. Le fer rouge, c'est dans ces températures-là. Voilà, ça c'est les ordres de grandeur. Par contre, si vous prenez une température ambiante, telle que nous ici, ou jusqu'à 100 degrés, etc., on ne voit pas le rayonnement qu'on émet. C'est-à-dire que si on éteint la lumière, on ne voit pas. D'accord, il faut des lunettes spéciales, infrarouges, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Alors, c'est le même rayonnement, en fait. D'accord. La seule différence, c'est qu'il y en a un qu'on voit et l'autre qu'on ne voit pas. Mais fondamentalement, c'est la même chose. D'accord. C'est comme le bruit, les ultrasons. Les ultrasons, on ne les entend pas, mais c'est la même nature que le son qu'on entend. Donc le rayonnement infrarouge, c'est comme le rayonnement visible, sauf qu'on ne voit pas. Alors maintenant, on va faire un peu de physique très simple. Et la dernière loi qu'il faut admettre, c'est ce qu'on appelle la loi de l'équilibre énergétique, et qui dit que quand un corps il reçoit plus d'énergie qu'il en perd, sa température augmente.
bon, c'est assez intuitif, hein, quand vous envoyez plus d'eau dans la baignoire qu'on en vide, et ben, le niveau monte, d'accord, c'est exactement ça. Donc ici, on a une plaque hein, qui est éclairée par de la lumière solaire en jaune, d'accord. Et puis la plaque, elle a une certaine température, d'accord, donc elle émet un rayonnement qui dépend de cette température. Voilà. Et la flèche, la taille de la flèche est proportionnelle à la quantité de rayonnement. Donc là, vous voyez qu'elle reçoit plus de rayonnement qu'elle en perd. Donc sa température va augmenter, d'accord, jusqu'à ce qu'elle perde autant d'énergie qu'elle reçoit. Et donc là, la température varie plus. On est ce qu'on appelle à l'équilibre thermique. Hein. On reçoit autant qu'on perd. D'accord. Et puis si je diminue la quantité de soleil qui arrive, et ben la température va baisser jusqu'à ce qu'un nouveau équilibre soit atteint. Voilà. Et avec ça, on a les 3 ingrédients de base qui nous permettent d'expliquer l'effet de serre. Donc je reprends depuis le début. Donc on met une plaque au soleil, d'accord. Donc cette plaque, alors on isole sur le bas, hein, on isole en bas en mettant du polystyrène, bon quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire isoler thermiquement? Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe en dessous. Hein. Pratiquement, c'est ça que ça veut dire. On néglige tout ce qui se passe en dessous de la plaque, on regarde ce qui se passe au-dessus. Donc cette plaque, on la prend. Alors, la seule situation où un corps n'émet pas d'énergie, c'est qu'il soit ce qu'on appelle à une température très basse, qui est de 0 Kelvin, le froid absolu. D'accord, c'est moins 273,15 degrés à peu près, donc c'est très très froid. Voilà. Donc je prends une classe, alors c'est pas vrai, hein, c'est des pensées, des expériences de l'esprit, tout ça. Mais donc je prends une plaque à cette température-là, donc qui n'émet pas du tout de rayonnement et qui reçoit une certaine quantité de rayonnement solaire. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle reçoit plus d'énergie qu'elle en perd, donc sa température va augmenter, jusqu'à ce qu'elle perde autant d'énergie qu'elle en reçoit. Donc ça, c'est la loi de base de conservation de l'énergie et du fait que plus il fait chaud et plus on émet du rayonnement. Alors, au-dessus de cette plaque, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais mettre une vitre. Alors, une vitre, à nouveau, elle aussi, à 0 Kelvin, d'accord? Donc, elle n'émet pas de rayonnement infrarouge. Et la vitre, qu'est-ce que ça a comme propriété de base? C'est que ça laisse passer le rayonnement solaire, hein, on voit à travers une vitre, d'accord? Donc, on suppose qu'elle est parfaitement transparente au rayonnement qui vient du soleil. Par contre, on supposera aussi, pour simplifier, que la vitre absorbe totalement le rayonnement infrarouge. D'accord? C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer le rayonnement infrarouge. Voilà. Mais, alors il y a une loi physique aussi qui dit que si un corps il absorbe du rayonnement infrarouge, alors il peut en émettre, mais que la quantité qu'il émet dépend de sa température. Donc je vous ai dit, on met la vitre à 0 Kelvin, donc elle n'émet pas de température. Voilà. Donc on met cette vitre-là, et qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit que la vitre, elle absorbe le rayonnement infrarouge, d'accord? Donc ça va la chauffer, et puis comme elle n'en perd pas, eh ben, elle ne se refroidit pas. D'accord? Donc la vitre, elle reçoit plus d'énergie qu'elle en perd, donc sa température va augmenter. Si sa température va augmenter, elle va perdre du rayonnement infrarouge, d'accord? Donc elle va émettre du rayonnement, d'accord? Sa température augmente, donc elle va chauffer, donc elle va émettre du rayonnement. Elle émet du rayonnement, comme elle n'est pas isolée, moitié par en haut ou moitié par en bas, d'accord? Et puis au bout d'un moment, eh ben, elle va émettre autant de rayonnement qu'elle en perd, et donc elle laissera l'équilibre, d'accord? Et donc elle aura chauffé par rapport au son point de départ. Le rayonnement qui va vers le haut, on dit qu'il va vers l'espace, d'accord, qu'il est perdu. Okay, et celui qui va vers le bas, eh ben, il va vers sur la plaque. Et la plaque, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle absorbe ce rayonnement, donc elle reçoit plus de rayonnement, donc elle va se réchauffer. Et si elle se réchauffe, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va émettre plus de rayonnement, d'accord? Okay, ce rayonnement, il sera émis par la vitre, d'accord, qui va se réchauffer, qui va se réchauffer, okay, donc elle va émettre plus de rayonnement, qui va aller vers la vitre, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Et donc, vous faites comme ça une espèce de série infinie. D'accord? Si vous faites ça, alors ce qu'on peut montrer mathématiquement, hein, c'est que vous faites la somme de toutes les flèches, de l'infinité de petites flèches, 1,5 plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, etc. C'est un gros mot en mathématiques, ça s'appelle une suite géométrique, pardon. D'accord? Et on est capable de calculer ça, une somme infinie qui fait 1. Et donc si je résume tout ça, voilà, j'ai cette situation-là, hein, c'est que ma vitre, elle émet 1 vers l'espace, d'accord? Et puis elle émet 1 vers la plaque, et ma plaque, elle émet ça. Alors, voilà, donc ça c'est en résumé, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? On partait de cette situation-là, où on avait une plaque à l'équilibre, d'accord? On rajoute, pardon, excusez-moi, je manipule les flèches dans le mauvais sens. On rajoute une vitre qui est froide, d'accord? Donc, on rajoute la vitre qui participe à l'effet de serre, mais vous voyez qu'au début, il n'y a pas d'effet de serre. Ce qui crée l'effet de serre, c'est qu'en fait, la vitre chauffe, donc elle émet du rayonnement vers le haut qui est perdu, vers le bas qui chauffe la plaque, et la plaque rechauffe la vitre. Voilà. Et si vous vérifiez, hein, vous pouvez vérifier qu'on n'a pas triché.
au sens où, si vous regardez, la plaque, elle reçoit 2 en termes de quantité d'énergie, elle reçoit 1 du soleil, 1 de la vitre, d'accord, et puis elle perd 2, d'accord. Donc elle est à l'équilibre, hein, elle gagne 2, elle perd 2, et puis la vitre, à nouveau, elle absorbe 2, et puis elle en perd 2, d'accord, en termes d'unité. Donc on n'a pas créé de l'énergie à partir de rien. Voilà. Ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'effet de serre, d'accord. Les messages que je vais faire passer là-dedans, c'est que vous voyez, la vitre, elle participe à l'effet de serre, mais ce n'est pas quand on la met qu'il y a l'effet de serre tout de suite. Il faut que la vitre s'échauffe, d'accord, pour qu'il y ait effet de serre. D'accord. Et donc, l'effet de serre, ce n'est pas une espèce, comme on voit certains, dans certains schémas simplifiés, ce n'est pas l'atmosphère ou la vitre, en l'occurrence, elle ne renvoie pas le rayonnement solaire, le rayonnement infrarouge, excusez-moi. Elle l'absorbe et ensuite elle le réémet. D'accord. Et la notion d'ajustement de température est importante et je reviendrai là-dessus. Voilà, donc ça c'est le principe de base de ce qu'on appelle l'analogie de l'effet de serre, voilà, qui est, bon, ça c'est à nouveau, c'est bien connu depuis maintenant la fin du 19e siècle, j'allais dire. Mais alors, une question qu'on peut se poser, et on va voir juste après pourquoi on la pose, d'accord. Maintenant, je suppose que la vitre, ok, donc comme le cas tout à l'heure, elle absorbe totalement le rayonnement infrarouge. Voilà. Elle absorbe tout le rayonnement infrarouge, ça c'est facile à moi. On peut montrer que c'est facile à faire, d'accord. Alors, est-ce que l'effet de serre est maximum, d'accord? On a l'impression que oui. Hein, si je mets une vitre, j'absorbe tout le rayonnement infrarouge, d'accord. Et donc, ça veut dire que l'effet de serre est maximum. Alors, pourquoi on pose cette question-là, d'accord? Alors, ça, c'est une courbe à gauche, là, ici, qui donne, alors c'est l'absorption de l'atmosphère. Alors là, je fais une petite pirouette, hein. Donc je m'occupe maintenant de l'atmosphère terrestre, d'accord. C'est plus une vitre, c'est une atmosphère, mais on va dire que l'effet de serre marche à peu près pareil, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, d'accord. Et ça, c'est, à gauche, c'est la variation de l'absorption d'une atmosphère standard en fonction de la concentration de CO2. Donc ici, vous avez le CO2 ici, en abscisse. Donc ici, quand il y a très peu de CO2, ben vous voyez qu'on absorbe déjà beaucoup de rayonnement à cause en fait, de la vapeur d'eau, je reviendrai après dessus. Et puis quand on augmente le CO2, et ben on voit que l'absorption en fait, dans l'atmosphère ne change pas beaucoup. Voilà. Et donc on a une espèce de plafond. Okay. Et donc la question qu'on peut se poser par rapport à ça, et donc qui a été posée en fait, au début du XXe siècle, hein, c'est pourquoi il y a des gens qui disent que le CO2 a une influence sur l'effet de serre, alors que le CO2 ne change pas l'absorption, et qu'on vient de voir tout à l'heure que l'absorption de rayonnement infrarouge était la base de l'effet de serre. Voilà. Alors, je vais expliquer ça tout à l'heure, du pourquoi, hein, il faut aller un peu plus loin dans la compréhension, mais c'est une question qui a été posée en fait par Ångström en 1901. Alors, ouais, ok. Je peux expliquer, mais c'est peut-être un peu compliqué, pourquoi on a cet effet de palier. Mais bon, s'il y a des questions, j'expliquerai. Mais je vous demande de me croire, disons, et ça, c'est quelque chose qui est classique. Et justement, qui est classiquement utilisé pour dire, et donc, quand on augmente le CO2, il n'y a plus d'augmentation d'effet de serre. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail et de vraiment de regarder plus précisément ce qui se passe sur Terre, on va reprendre les vitres, d'accord ? Et effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit, bah oui, quand il y a une vitre, elle absorbe tout. Elle ne peut pas absorber plus que tout, puisque le tout, si elle absorbe tout, c'est un maximum, j'allais dire. Et donc, on dirait qu'il y a un maximum d'effet de serre. Ça, c'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est de dire, j'ai ma vitre, d'accord, comme tout à l'heure, d'accord. Donc, j'ai vu que si je mettais une vitre, ça faisait un effet de serre. Maintenant, je peux mettre une deuxième vitre au-dessus de la précédente, d'accord. Et puis, si vous faites le même schéma que j'ai fait tout à l'heure, vous comprenez bien de façon intuitive que ça va chauffer quand même la vitre d'en dessous qui va réchauffer la plaque, etc. Donc on voit bien qu'à la fois quand une vitre absorbe, elle ne peut pas absorber davantage et donc il y a un effet de serre maximum, ça c'est quand j'ai une vitre, mais par contre si je rajoute une deuxième vitre, je vois bien que je peux augmenter l'effet de serre, d'accord, de façon assez intuitive. Alors quelle est la différence entre avoir une vitre et deux vitres? Alors dit de façon simple, j'allais dire, c'est juste une vitre, elle a une seule température, et deux vitres, elles ont deux températures. Voilà. Donc, en gros mots, qu'on utilise nous dans le jargon, on introduit un gradient de température, une différence de température dans le milieu qui absorbe le rayonnement. Voilà. Donc ça, c'est pour deux vitres. Alors pour l'atmosphère,
c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment le même état d'esprit, et je vais essayer de vous l'expliquer à nouveau le plus simplement possible avec des mains, et ça c'est assez proche de vraiment ce qui se passe dans l'atmosphère, d'accord? Donc ici, alors, le bleu là c'est l'atmosphère, d'accord? Et en fait, en noir ici, c'est une courbe qui représente la variation de température. Donc pardon, ça c'est la surface qui est en bas, ça c'est l'altitude, donc ici on monte en altitude, et en axe ici c'est la température, c'est-à-dire ce que représente cette grosse trait noir là, c'est le fait que la température diminue avec l'altitude. Quand vous êtes en avion, il fait moins 40, moins 50 degrés. Bon, c'est une loi physique qui est bien connue à nouveau. Bon, on sait bien pourquoi, et puis c'est bien observé, ça, il n'y a pas de doute non plus. Au-delà de 15 km, ça devient plus compliqué, mais dans les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère, quand on monte en altitude, la température décroît. D'accord ? C'est pour ça qu'il fait plus froid en montagne. Bon, ça c'est... Alors, voilà, j'ai une atmosphère terrestre. Donc, à nouveau, ici, on a du rayonnement solaire qui arrive. D'accord ? On suppose que l'atmosphère n'absorbe pas du tout le rayonnement, ce qui est évidemment une approximation, excusez-moi, mais ce n'est pas grave. Tout le rayonnement est absorbé par la surface, d'accord ? Ce rayonnement, en fait, est transporté via l'atmosphère à une certaine altitude, d'accord ? Alors, le rayonnement est absorbé par la surface. Alors, la surface, comme ma plaque de tout à l'heure, elle doit émettre du rayonnement infrarouge, puisqu'elle a une certaine température. Et je suppose que mon atmosphère, elle est assez épaisse, optiquement, c'est-à-dire elle est complètement opaque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rayonnement qui est émis par la surface, d'accord, qui atteint l'espace, d'accord. Aucun de ce rayonnement-là n'atteint l'espace. C'est comme ma vitre de tout à l'heure, il n'y a rien qui sort. Le rayonnement qui sort, d'accord, en fait, il est uniquement émis par l'atmosphère, comme la vitre de tout à l'heure. On est à peu près dans la même situation. Et en fait, le rayonnement émis par rayonnement infrarouge, là, le rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère, est égal au rayonnement solaire absorbé. Voilà, donc ça, c'est la vitre à peu près de tout à l'heure. Alors maintenant, je vais supposer que je vais augmenter, donc mon atmosphère, elle absorbe déjà tout le rayonnement infrarouge, mais je vais quand même augmenter la quantité de gaz absorbant. Elle va encore absorber davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, absorber davantage alors qu'on absorbe déjà tout? Concrètement, ça veut dire que... Attendez, excusez-moi, ici, parce que je ne vois pas très bien là. Donc ici, tout à l'heure, on disait que le rayonnement, il était émis par toute l'atmosphère et puis il s'échappait vers l'espace. En fait, maintenant, comme l'atmosphère est plus opaque, d'accord, le rayonnement qui est émis par le bas de l'atmosphère, eh ben, il n'arrive plus à atteindre l'espace, d'accord, parce qu'il est absorbé avant. C'est un peu comme tout à l'heure, quand on mettait une vitre au-dessus de l'autre vitre, eh ben, le rayonnement émis par la première vitre, il n'arrivait plus à atteindre l'espace puisqu'il était absorbé par la vitre du dessus. Donc ici, mon atmosphère est plus opaque, donc le rayonnement qui est émis par le bas de l'atmosphère, il n'arrive plus à s'échapper. C'est uniquement le rayonnement qui est émis par le haut de l'atmosphère qui arrive à s'échapper vers l'espace. Or, la température de l'atmosphère, elle diminue avec l'altitude, d'accord ? Et donc, le rayonnement est émis par un corps, donc par une atmosphère qui est plus froide que l'atmosphère d'avant. Or, la loi que je vous ai dit tout à l'heure, quand un corps est plus froid, il émet moins de rayonnement. D'accord ? Donc ici, en fait, parce que l'atmosphère est plus froide, pourquoi ? Parce qu'on va plus haut dans l'atmosphère, en fait, on émet moins de rayonnement vers l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Ici, j'émets moins de rayonnement que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais à l'équilibre. Maintenant, j'émets moins de rayonnement, c'est-à-dire que je perds moins d'énergie. Donc, je suis en déséquilibre. Je reçois plus d'énergie que j'en perds. Et donc, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il faut que l'ensemble se réchauffe pour que finalement, en ayant une même altitude d'émission, eh ben, je perde autant d'énergie que j'en reçois. Voilà. Donc, ça, c'était pour un schéma qui a encore des simplifications, je peux encore aller au-delà, mais je vais m'arrêter là, je pense, pour essayer de vous expliquer que l'effet de serre, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très simple non plus, et qu'il y a un certain nombre de contradictions apparentes qui sont mises des fois en avant, et en fait qui sont juste c'est des contradictions si on utilise des modèles très simples, mais si on essaye d'aller plus au fond des choses et vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière et puis de calculer de façon plus précise, eh ben, en fait, il n'y a pas de contradiction entre
ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que le fait que, voilà, ce que je fais ici, hein, le fait qu'on ne change pas, l'absorption dans l'atmosphère ne change pas, ne veut pas dire que l'effet de serre change. Hein. La concentration de l'atmosphère peut absorber la même quantité d'énergie, et ben l'effet de serre peut changer. Pourquoi? Via tout le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de contradiction physique, il faut aller au-delà du petit schéma simple d'une seule vitre, hein, il faut aller grosso modo au schéma de 2 vitres. Ok, alors tout ça c'était pour dire que, en fait, dans les modèles de climat ou dans les modèles de transfert radiatif, on ne simule pas l'effet de serre en tant que tel. Hein. Alors on simule des choses qui sont beaucoup plus compliquées et physiques. Grosso modo, évidemment qu'un gaz, ce n'est pas comme une vitre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle les structures de raie d'absorption, etc. Donc ici, le laboratoire de Reims est tout à fait spécialisé dans ce domaine-là. Donc voilà, je laisserai le soin de faire une présentation là-dessus. Mais ce que je veux dire juste, c'est que maintenant, il y a des choses on est capable de bien calculer, donc dans les laboratoires, notamment comme ici, les propriétés d'absorption des gaz, d'accord ? On est capable, à partir de ça, de faire du transfert radiatif. Hein, c'est un gros mot pour dire qu'on est capable de calculer les échanges par rayonnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous prenez à peu près n'importe quelle atmosphère, d'accord ? Et vous rentrez toutes ces propriétés, vous êtes capable de calculer l'effet de serre. Et vous êtes capable de calculer tous les effets que je vous ai dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça découle de ça. Il n'y a pas de difficulté fondamentale pour l'atmosphère terrestre. Pour les atmosphères d'autres planètes, c'est plus compliqué. Et donc, on est capable de calculer le fait que, d'une part, effectivement, pour une atmosphère terrestre, excusez-moi, donc, il y a, quand on change la concentration de CO2 ici, d'accord, il y a l'absorption ne change pas. Par contre, bon, ça c'est la variation de l'effet de serre, hein, exprimée en watts par mètre carré, et ben elle change quand même, hein, bien que l'absorption ne change pas. À nouveau, il n'y a pas de contradiction scientifique et on comprend, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, pourquoi c'est comme ça. Voilà. Donc, alors, j'ai beaucoup parlé du CO2 parce que c'est un gaz dont on parle beaucoup. Si on calcule l'effet de serre pour l'atmosphère terrestre, hein, typique, alors c'est pas le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre, hein, c'est la vapeur d'eau, d'accord, qui participe à hauteur de 60% à peu près. Là, le CO2 va contribuer pour à peu près un quart, et puis les autres gaz, bon, principalement l'ozone, le méthane, le protoxyde d'azote, etc., contribuent pour le reste. Dans la suite de mon exposé, à nouveau pour simplifier, je vais considérer uniquement le CO2 et la vapeur d'eau. Donc ce qu'il faut avoir en tête, s'il y a 2 chiffres en tête, c'est le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, grosso modo entre 60, plus de la moitié, hein, plus de 60%, et le CO2 à peu près un quart. Voilà. Alors, le CO2, sa concentration dans l'atmosphère, d'accord, elle est mesurée directement à peu près depuis la fin des années 50, 1958 précisément. Alors pour mesurer le CO2, il faut être loin des villes, loin des forêts, etc. Et depuis la fin des années 50, donc, on a mesuré la concentration de CO2 et on voit qu'elle augmente en fonction du temps. Et c'est assez très bien compris maintenant le pourquoi. C'est vraiment lié aux émissions de pétrole et de charbon. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si il n'y avait pas la moitié du CO2 aujourd'hui qui était absorbé par l'océan ou par les plantes, hein, aujourd'hui quand on émet 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, il n'y a que la moitié qui reste dans l'atmosphère au bout de quelques années. En fait, l'autre moitié, elle est absorbée par les océans et par la plante. D'accord ? Donc en fait, on émet 2 fois plus de CO2 qu'il en reste dans l'atmosphère. S'il n'y avait pas l'océan ou les plantes, l'augmentation de CO2 serait 2 fois plus importante. Donc ça, c'était vraiment des mesures directes de concentration de gaz, comme on peut faire ici dans une pièce. Et on est aussi capable de reconstituer, alors ça c'est des variations de concentration de CO2 sur des périodes beaucoup plus longues. Alors ça c'est sur 1000 ans à peu près, et ça c'est sur 400 000 ans. Alors comment, à cette époque-là, il n'y avait personne pour faire des mesures. Là, oui, il y a 1000 ans, oui, mais ils n'avaient pas les appareils. Comment on déduit ces concentrations ? Et bien, en fait, dans les glaciers, la glace, elle renferme des bulles d'air,
On fait fondre la glace, on récupère les bulles d'air et on analyse la composition chimique de ces bulles d'air. Et en fait, on a différentes méthodes pour dater, savoir à quelle époque s'est formée la glace. Et donc, on est comme ça capable de remonter et d'avoir une estimation de l'évolution de la concentration, de la composition chimique de l'atmosphère en fonction du temps. Donc ici, c'est pour 1000 ans. Voilà, pour vous dire qu'avant, grosso modo, l'ère industrielle, pendant 1000 ans, ça a été stable. En fait, je ne vous montre pas la figure, mais en fait, pendant 10 000 ans, ça a été stable. D'accord. Et ici, alors ça, c'est une autre échelle de temps, il faut faire attention, hein, ça c'est 1000 ans. Jusqu'à 10 000 ans, c'est stable. Et puis après, ici, aux échelles de 100 000 ans, alors ça, par contre, ça varie, le CO2. Et ça varie en fonction des périodes glaciaires et interglaciaires. Hein, c'était ce qui motivait Milankovitch, dont j'ai parlé au début tout à l'heure. Voilà. Schématiquement, depuis que l'homme s'est sédentarisé, l'agriculture, donc depuis 35 000 ans à peu près, il y a des périodes glaciaires, donc depuis 10 000 ans, 8 000 ans, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est à peu près constante. Alors, la concentration de l'atmosphère, elle a varié, la composition chimique de l'atmosphère donc a changé, et donc ça, je vous ai rappelé, c'est le même schéma que tout à l'heure, la contribution moyenne, disons, des différents gaz, donc principalement la vapeur d'eau et le CO2. On n'est pas capable d'avoir des mesures de la composition, de la quantité de CO2, de vapeur d'eau qu'il y avait il y a longtemps. Hein, il n'y a pas de moyen de reconstituer ça, donc on n'a pas l'histoire de l'évolution de la concentration de vapeur d'eau. Par contre, on a pour les autres gaz, et si on regarde comment depuis 150 ans, depuis la période industrielle, quels sont les principaux gaz qui ont changé l'effet de serre, et ben on trouve que c'est avant tout le CO2, et puis aussi il y a le méthane, et puis il y a ce qu'on appelle les fréons, les CFC, et un peu l'ozone qui ont contribué à l'augmentation de l'effet de serre à cause des activités humaines, d'accord ? Principalement le CO2, mais le méthane. Okay, donc je vous ai beaucoup parlé ici des variations, des perturbations liées aux activités humaines et liées principalement à l'effet de serre, d'accord. Mais ce n'est pas les seules perturbations, d'accord. Alors d'abord, pour les activités humaines, il y a quelque chose d'autre qui est important, qui change le climat, c'est ce qu'on appelle les aérosols. Alors les aérosols, c'est un nom, on pense toujours souvent au spray, les aérosols de parfum ou autres. Ce que nous on appelle les aérosols, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est des particules en suspension dans l'air, d'accord, des petits grains de sable ou des petites gouttes de H2SO4, etc. Et en fait, du fait des activités humaines, on peut montrer que notamment avec le soufre qui est dans le pétrole et le charbon, eh ben, il y a formation d'aérosols. Et qu'est-ce qu'ils se font ces aérosols? Ces aérosols, donc c'est comme des petites particules qui sont très fines, qui sont dans l'atmosphère, et en fait elles réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Donc elles font une espèce d'effet, ce qu'on appelle parasol. Donc elles réfléchissent le rayonnement solaire, donc elles ont tendance à refroidir la Terre. D'accord. Donc c'est plutôt le contraire de l'effet de serre. Donc ici en vert, je ne sais pas si vous voyez en bas, là, ouais. Le trait vert, d'accord. Alors pardon, le trait rouge ici, c'est l'accroissement des gaz à effet de serre. Donc quand c'est positif, ça veut dire que ça a tendance à chauffer. D'accord. Donc ça, c'est une estimation à peu près de l'accroissement de gaz à effet de serre, donc essentiellement CO2 et CH4, méthane. Ensuite, donc ça a tendance à chauffer. Ensuite, il y a cet effet des aérosols qui a tendance à refroidir. D'accord. Donc ça, c'est les perturbations anthropiques. Et puis, il y a aussi les perturbations naturelles. D'accord. Alors, en bleu clair, ici, vous avez une estimation de la variation de l'ensoleillement, avec un cycle, ce qu'on appelle le cycle à 11 ans, et puis une variation de l'intensité du rayonnement solaire. Bon, il y a une légère tendance à l'augmentation pendant le XXe siècle. Et en noir, ici, il y a quelque chose qui est assez fort, qui est les éruptions volcaniques. D'accord. Les éruptions volcaniques, alors il en faut des grosses, plus que celle du volcan islandais qui a perturbé l'aviation ici cet hiver. C'est quelque chose de beaucoup plus gros. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une énorme éruption volcanique? En fait, les volcans, à nouveau, c'est des poussières, donc c'est des aérosols qui réfléchissent le rayonnement solaire. Quand l'éruption est très grosse, vous envoyez ça à plus de 15 km dans l'atmosphère, vous arrivez dans ce qu'on appelle la stratosphère, et là, ces aérosols, ils peuvent rester très longtemps dans l'atmosphère. Ils peuvent rester 6 mois, 1 an. D'accord. Et donc ces aérosols, ils réfléchissent le rayonnement solaire, donc il y a moins de rayonnement solaire qui arrive pour chauffer la Terre, donc ça a tendance à refroidir la Terre. Voilà. Et c'est ce qui est représenté ici. D'accord. Donc il y a un certain nombre d'éruptions volcaniques plus ou moins bien documentées. La dernière grosse, c'est le Pinatubo en 1991, et on estime que ça refroidit la Terre de 0,5 degrés à peu près pendant presque 2 ans. Donc c'est des choses qui ont un impact
un impact très fort. Ok, donc quelques observations aussi extrêmement globales, hein, donc, qui sont, je pense, assez maintenant bien connues. C'est la variation de la température moyenne à la surface de la Terre, hein, qui a tendance à augmenter d'à peu près 0,6-0,8 degrés depuis 100 ans, mais surtout depuis 50 ans en fait. Il y a une augmentation du niveau moyen de la mer, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est assez bien documenté, de l'ordre d'une quinzaine de centimètres depuis un siècle. Et puis il y a quelque chose qui est assez bien documenté aussi maintenant, c'est la variation de l'enneigement dans l'hémisphère nord. Il y a moins de neige à l'échelle globale, hein, pas qu'en Europe. Hein, ça, c'est des échelles à l'échelle de tout le globe. Et il y en a encore d'autres. Bref, il y a un certain nombre d'indications qui montrent qu'il y a un changement de plusieurs variables climatiques à l'échelle globale à l'échelle de plusieurs dizaines ou de 50 voire de 100 ans. Voilà. Et donc, justement, les modèles de climat, alors ils ont plein d'utilisations. Alors ça, c'est mon travail de tous les jours, c'est de travailler au développement de tels modèles. Donc il y a une partie rayonnement, hein, dont je vous ai un peu lourdement parlé peut-être, mais il n'y a pas que ça. Hein, mais bien sûr, on prend en compte les nuages, on prend en compte la pluie, on prend en compte le calcul des vents, etc. Donc le modèle de climat, c'est quelque chose qui essaye de prendre tout ça en compte. C'est un peu comme des modèles météorologiques, hein, c'est vraiment des modèles physiques, okay, qui simulent le temps qu'il fait sur la planète. D'accord ? À nouveau, ils simulent la pluie, le vent, en chaque point, le courant, le fait qu'il neige, qu'il y ait de la neige qui fond, qui se forme, etc. Voilà, c'est vraiment des modèles physiques. C'est des modèles aussi qui sont utilisés sur d'autres planètes. Hein. Je pense à nouveau, ce qui est fait ici à Reims, c'est utilisé aussi sur d'autres planètes, sur Mars, Titan, Vénus, etc. Bon, là, je compte pareil que la Terre. Mais ce n'est pas des modèles statistiques qui sont ajustés sur le passé. C'est des modèles physiques, météorologiques qui simulent le temps qu'il fait, voilà, en fonction d'un certain nombre de grandeurs, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc il y a aussi l'atmosphère, mais il y a aussi l'océan, il y a aussi la glace de mer, il y a aussi les glaciers, il y a aussi la végétation, il y a beaucoup de choses, et c'est des modèles qui sont assez compliqués et dans lesquels il y a beaucoup d'informations en fait. Alors ces modèles, okay, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils calculent le temps qu'il fait. D'accord ? Et à nouveau, si vous voyez la Terre en fait, c'est quoi ? C'est une espèce de petite bille, hein, qui se trimballe dans l'espace, d'accord, et qui reçoit du rayonnement solaire et qui émet du rayonnement infrarouge. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, ce qui perturbe vraiment la Terre, d'accord, ce qui peut perturber le climat, c'est d'une part, si vous changez le rayonnement solaire qui arrive, d'accord, ou si vous changez la position relative de la Terre et du Soleil, ou si vous changez la composition chimique de l'atmosphère, ou si vous injectez des aérosols par des éruptions volcaniques, etc. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des perturbations, alors qui peuvent être soit naturelles, comme tout à l'heure, soit anthropiques, c'est-à-dire liées aux activités humaines. Et donc, comment on sert de modèle climatique ? Eh bien, on fait une simulation, par exemple, dans laquelle rien ne bouge. D'accord ? Et bien, si une simulation dans laquelle rien ne bouge, eh bien, vous attendez à ce que le climat... Alors, le climat, il bouge quand même, hein. Parce que vous voyez bien, un jour il fait beau, un jour il fait pas beau, d'accord. Au niveau du climat, il y a des années, c'est pareil. Il y a des années belles, il y a des années moins belles, il y a des années El Niño, il y a des années je sais pas quoi, il y a plein de choses. Donc le climat il bouge, d'accord. Mais il bouge d'une année sur l'autre, mais si on regarde sur le long terme, il est stable, d'accord. Et ça, c'est ce que simulent les modèles, en tous les cas, si rien ne bouge. D'accord. Par contre, donc vous pouvez faire une simulation dans laquelle vous changez rien. Donc grosso modo, votre modèle il fluctue, mais sur des longues périodes de temps, il ne bouge pas. Et puis, vous pouvez faire une simulation dans laquelle vous changez le rayonnement solaire, vous mettez des éruptions volcaniques, ou vous changez la composition chimique de l'atmosphère, etc., en augmentant, par exemple, la concentration de méthane ou de CO2 et autres. Et c'est ce qu'on fait, d'accord ? Et notamment pour répondre à une question qui est très populaire, est-ce que les activités humaines ont-elles, oui ou non, influencé le climat ? D'accord ? Donc ça, c'est la courbe. Vous voyez le point rouge ? Je sais pas, un peu. Vous voyez le point rouge là ? Ouais. Donc ça, en rouge, c'est la... Non, c'est pas en rouge, pardon, c'est en noir. On va regarder d'abord celle du bas. C'est la variation de la température telle qu'on l'estime. Hein. Bon, on pourra parler après de ça, de cette estimation, telle qu'on l'estime depuis 100 ans. Voilà. Et en bleu, ici, alors vous voyez... Pardon. Vous voyez bien, il y a un trait bleu épais, et puis il y a plein de traits fins en dessous, d'accord ? Ça, c'est des simulations qui ont été faites par une vingtaine de modèles dans le monde, hein, dont une autre ici, et vous simulez le temps qu'il fait. Alors, vous simulez
le temps qu'il fait sur quelques centaines de milliers de points, d'accord, sur toute la Terre. Et puis après, vous faites la moyenne et vous avez une température moyenne. Mais on ne calcule pas directement la température moyenne. On calcule vraiment la température sur toute la Terre et après, on fait la moyenne. Et ici, c'est l'évolution de la température moyenne de la Terre. Si rien ne change, sauf la variation de l'intensité du rayonnement solaire et si on met des éruptions volcaniques. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, si on met uniquement ce qu'on appelle les perturbations naturelles. Les perturbations naturelles, donc c'est les deux principales, c'est le fait que le rayonnement solaire varie à cause de la physique du Soleil, j'allais dire, et puis le fait que de temps en temps, il y ait de très grosses éruptions volcaniques. Et ce que vous voyez, c'est que les modèles, en fait, ils simulent une température qui change. Alors après, vous voyez ces gros refroidissements ici, c'est à cause des éruptions volcaniques, mais qui en moyenne est ici à peu près stable. Voilà. Alors, même si on ne voit pas très bien, autour de cette ligne-là, vous voyez que ça fluctue. Pourquoi? Parce que les modèles, c'est comme dans la réalité, c'est comme dans la réalité un peu, la température, elle évolue vraiment, elle varie aléatoirement d'une année sur l'autre. Voilà. Et puis ici, ça c'est les mêmes modèles qui ont été utilisés dans les mêmes conditions, sauf que maintenant, il n'y a plus que le Soleil et les volcans qui sont injectés. Il y a aussi le fait qu'on fait changer la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la concentration d'aérosols à cause des activités humaines. Et donc, ça c'est en rouge et en jaune pour les modèles individuels. Et vous voyez que la grosse différence par rapport à ça, donc schématiquement jusque vers les années 1980 ou 60-80, ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, à partir des années 50, 60, 80 en tous les cas, il y a vraiment une variation très forte, c'est-à-dire que dans la figure du haut, vous voyez que les modèles sont à peu près, simulent raisonnablement l'accroissement de température observé, alors qu'ici, si vous ne prenez pas en compte l'accroissement de l'effet de serre et des aérosols, eh ben, vous n'arrivez pas, les modèles n'arrivent pas à simuler cet accroissement de température. Voilà. Donc, on a des observations, on a deux modèles et on teste l'hypothèse. Est-ce que, ou pas, l'augmentation de CO2 dont on sait qu'elle est liée aux activités humaines, est-ce qu'elle permet d'expliquer le réchauffement récent? Et grosso modo, actuellement, oui. Et on peut même aller plus loin au sens où on sait qu'on n'a pas, actuellement, il n'y a pas de modèle ou de théorie qui est capable d'avoir une hypothèse alternative. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas d'autres hypothèses qui permettent d'expliquer ça. Voilà. Schématiquement, là où on en est, on fait un test d'hypothèse, c'est-à-dire qu'on dit est-ce que oui ou non l'accroissement de l'effet de serre peut expliquer les variations récentes du climat, et dans le stade actuel, on pense que c'est le cas. Alors, un autre point sur lequel je vais insister, parce que c'est que le climat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'accord? Et que quand on dit que la température augmente, sur les grandes échelles de temps, donc elle a augmenté à peu près de 0,6-0,8 degrés depuis un siècle, ça ne veut pas dire qu'elle augmente de 1/100 de cette valeur chaque année. D'accord. Donc il y a d'une part des tendances à long terme dont on pense qu'elles sont dues à des forçages qui soient naturels ou liés aux activités humaines, mais il y a aussi beaucoup de variabilité, ce qu'on appelle la variabilité naturelle. D'accord. Alors ça, c'est des observations, d'accord. C'est un jeu d'observation. Et à nouveau, on a la température moyenne à la surface de la Terre, d'accord. Et donc, ce que vous voyez, donc ici, ça c'est les 10 dernières années, on a eu 98 qui a été un record de chaleur. Après, il a fait moins froid. Après, ici, ça s'est stabilisé, ça repart. Bon, ici, il n'y a pas 2006, mais maintenant, on est un peu plus haut. Peu importe, disons. Il y a eu beaucoup de discussions de savoir, oui, maintenant, le climat, il se refroidit. Bon, maintenant, si on reprend, à nouveau, ça c'est des tendances. Si vous refaites un focus particulier sur 10 ans, ce qui a été fait ici. Vous voyez que si vous prenez une période ici de 10 ans, eh ben, oui, la température, sur ces 10 ans-là, entre le début et la fin, elle a diminué. Ici, sur d'autres périodes de 10 ans, elle a été stable, d'accord. Donc ça, c'est vrai, c'est des vraies observations. Ça n'empêche pas que pendant 10 ans, si vous prenez 2 points au bout de 10 ans, eh ben, la température, elle peut être stable, ou baisser même un peu. Ça n'empêche pas qu'en moyenne, la température augmente à nouveau. Il n'y a pas de contradiction scientifique. Quand vous avez quelque chose qui a une tendance et des fluctuations, vous prenez 2 points, et ben, s'ils sont espacés de 10 ans, et ben, ça ne veut pas dire que la température 10 ans après est forcément plus élevée que celle 10 ans avant, à cause de ce côté aléatoire.
Donc effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que oui, on serait dans une période de refroidissement. Actuellement, les périodes de 10 ans pendant lesquelles il y a eu la fin des 10 dernières années était plus froide que 10 années avant, et bien il y en a déjà eu dans le passé. Et ça n'empêche pas, comme vous voyez sur cette courbe, que la température moyenne augmente. Il n'y a pas de contradiction. Hein. Il faut faire attention à ne pas se faire piéger. Et ça, c'était une figure pour montrer que les modèles, ils simulent ça aussi, et ils simulent ça même pour le futur. C'est-à-dire que quand on prévoit que le réchauffement, ça c'est une projection de changement climatique, va augmenter de temps de quelques degrés en 100 ans, et bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des périodes pendant 10 ans pendant lesquelles la température va diminuer. C'est possible. À nouveau, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'on est en phase de phénomènes où, en plus de tendances, il y a aussi des fluctuations aléatoires. Voilà. Ok, je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai déjà été très long. Je vous ai beaucoup parlé de la physique de base. Hein. J'ai très rapidement parlé de projection de changement climatique, comment on pose le problème, et puis après on verra dans les discussions éventuellement si vous en avez. Hein. Comment on fait pour poser des questions pour le futur? Alors pour le futur, on n'a pas d'observation, on n'a rien, d'accord? Donc en termes de concentration de CO2 ou d'aérosol, on ne sait pas ce que ça sera. Donc on est obligé de faire des hypothèses de calcul. Alors comment on fait? On suppose qu'en fonction de différents scénarios d'évolution socio-économique, on suppose que l'industrie, la croissance va être de temps et temps. Alors, là, il y a un certain nombre de gens qui travaillent dessus. Alors ça moi, j'y connais moins grand-chose. Et donc, il y a différentes hypothèses d'émissions. Donc ça, c'est sur la figure de gauche, où vous avez des émissions de CO2 pour le prochain siècle, pour ce siècle-là maintenant. Et il y a des scénarios dans lesquels les émissions de CO2 continuent à croître en permanence, d'autres où ça croissent et puis elles décroissent ensuite, et d'autres où elles se stabilisent et puis décroissent à la fin du siècle. Bon, différence de ces scénarios qui valent ce qu'ils valent, hein, peu importe. Pour nous, c'est pas le sujet, disons, grosso modo, c'est soit des scénarios, pour moi, ce que je retiens, c'est soit des scénarios dans lesquels il va y avoir des fortes émissions de gaz à effet de serre, ou au contraire, des stabilisations, voire des réductions. Alors, une fois qu'on a des émissions, il faut passer à des concentrations. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à peu près la moitié du CO2 émis restait dans l'atmosphère, l'autre moitié était absorbée par l'océan et la végétation. Donc, il y a des modèles qui simulent ça, qui simulent la quantité de carbone qui est pompée par l'océan et la biosphère. Et donc, on passe ensuite de ces variations d'émission à des variations de concentration. Et après, ces concentrations de CO2, mais aussi de méthane, d'aérosol, j'en passe, sont utilisées par les modèles de climat pour faire des projections changement climatique. Alors ça, c'est une figure qui est assez connue, hein, qui est issue du dernier rapport du GIEC. Donc, suivant 3 scénarios d'émissions, un où il y a, ici en rouge, où il y a beaucoup d'émissions de CO2, celui-là où il y en a une stabilisation au milieu du siècle et puis décroissance des émissions à la fin, et puis ici où on stabilise tout de suite et puis on décroît les émissions de CO2, vous voyez que les modèles climatiques simulent en moyenne que de toute façon on continue d'émettre, ça va continuer à se réchauffer. Hein, ça, en abscisse, c'est l'accroissement de température en fonction du temps. D'accord ? Donc plus on émet, plus ça va réchauffer. Ça, tous les modèles sont d'accord entre eux. Et puis, il y a une dispersion entre les modèles ici. Les modèles de climat ne simulent pas la même chose. Pourquoi ? Pour différentes raisons que je pense pas dont je vais parler tout de suite. D'accord ? Mais voilà. Donc ça, c'est l'état de l'art. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que les changements climatiques futurs dépendent, avant tout des émissions, bien sûr, et deux, pour un jeu d'émissions données, les changements climatiques les modèles les calculent, mais il y a un certain nombre d'incertitudes, il y a des choses qu'on connaît mal dans les modèles, et donc il y a ce qu'on appelle une dispersion. Et si c'est ce que ici la zone, vous avez une zone foncée qui est la médiane ou la moyenne des modèles, et puis une zone grisée etc., qui indique la dispersion entre les modèles. Tous les modèles ne prévoient pas la même chose pour plein de raisons. Et ce qui est important de noter, donc ça c'est à l'échelle de 100 ans, hein, donc les 100 prochaines années, et puis ça c'est les 100 années d'avant, d'accord. Et c'est important, c'est de mettre ça dans une perspective de quelque chose, des variations de climat à 1000 ans, d'accord. Et ça rejoint au titre de l'exposé. Allons, c'est quoi jusqu'où va-t-on vers l'inconnu, hein. C'est que vous voyez
Le climat, alors depuis 1000 ans, il a changé. Hein. Il y a eu le petit âge glaciaire, etc., au Moyen-Âge et autres. Mais en fait, en termes de température globale, on estime que ces variations de petit âge glaciaire ou autres, alors ils n'étaient probablement pas à l'échelle planétaire, et l'ordre de grandeur de la fluctuation de la température moyenne de la Terre associée à ces événements-là, c'était de l'ordre de 0,5 degrés. Donc ce qui est représenté ici par ces zones hachurées. Donc effectivement, la température moyenne de la Terre a évolué depuis 1000 ans, même depuis 8000 ans. Les fluctuations de l'ordre de 0,5 degrés. Les projections qu'on prévoit, c'est des accroissements de température de 2, 4, 6 degrés. Donc c'est beaucoup par rapport aux fluctuations passées. Il faut remonter au-delà de 20 000 ans pour avoir des écarts de température de cet ordre-là. Et à cette époque-là, c'était pour aller vers un monde plus froid. Et pour retrouver des époques aussi chaudes, il faut probablement remonter à 120 000 ans, des choses comme ça. Tout ça pour dire que depuis, disons, il y a eu effectivement un certain nombre de variations de climat depuis 1000 ans ou depuis 10 000 ans, mais les variations que nous, on calcule ici, c'est des variations qui n'ont pas été connues depuis que l'homme s'est sédentarisé, ils ont inventé l'agriculture. Voilà. Et donc on a un vrai problème. Effectivement, si quelqu'un nous dit comment vous pouvez être sûr de vos projections, non, on ne peut pas être sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'observation assez fiable pour tester nos modèles dans des conditions très différentes où on sait qu'on a des observations. Il n'y a personne pour faire les mesures sur Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années. D'accord. Et donc on a une vraie question, une vraie difficulté, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une alerte au sens où, attention, on va vers quelque chose qui est certainement très différent de ce que l'homme a connu depuis qu'il s'est sédentarisé. Voilà. Je crois que je vais m'en arrêter là parce que j'ai l'impression que j'étais très long déjà. Je pourrais vous parler plein de choses. Je préfère plutôt répondre à des questions. Voilà, donc en résumé, donc l'effet de serre, c'est un phénomène physique qui est bien connu. Il n'est pas très compliqué, mais il n'est pas si simple que ça non plus. Il y a des contradictions apparentes quand on voit des gens qui nient l'effet de serre. Actuellement, nier l'effet de serre, ça ne repose pas sur des bases physiques. Voilà. Il y a des vraies questions de changement climatique, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas justement comment vont évoluer les nuages, les précipitations, etc. C'est les transparents que j'ai sautés, excusez-moi. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait, d'accord. Et dire par exemple que l'effet de serre, ça n'existe pas, ou se tromper d'un facteur 4 sur son estimation, etc., c'est non physique, non scientifique. J'ai essayé de vous présenter un peu les bases tout à l'heure. Donc, on sait que si l'effet de serre augmente, ça va changer le climat. Ça, c'est de la base, c'est de la physique aussi de base. Et les ordres de grandeur, on a quand même un certain nombre de raisons de dire que l'ordre de grandeur de réponse de température à un doublement de CO2, ça entraînera des variations de température d'au moins 2-3 degrés. D'accord, ça, c'est plutôt une fourchette basse. Et c'est des changements de température importants puisque des dernières périodes glaciaires, il faisait 6-8 degrés plus froid. D'accord, donc période glaciaire, interglaciaire, d'accord, c'est de l'ordre de 5-6 degrés, 8 degrés. Et nous, on parle là de réchauffement. Alors c'est différent, mais c'est de 4-6 degrés. Donc c'est les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est des changements climatiques importants. D'accord. Donc on sait pas mal de choses sur la température. Alors le problème, c'est que la température, j'allais dire, c'est pas grave. S'il fait un peu plus chaud, finalement, c'est pas plus mal en général. Bon, pour nous, au moins, dans les pays où il fait pas trop chaud. Mais par contre, ce qui est très important, c'est pour tout le monde et pour la vie, etc., c'est la ressource en eau, donc la pluie. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la pluie, comment va évoluer la pluie, etc. Et ça, c'est des choses, objectivement, on ne sait pas au sens... on travaille tous les jours dessus, j'allais dire, mais c'est des sujets sur lesquels il reste beaucoup d'inconnus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour un certain nombre de raisons que je pourrais expliquer, le cycle saisonnier de la pluie va changer. D'accord. Et ça peut avoir un effet important sur le minimum d'eau, d'accord, qu'il y a en été. Si vous avez moins de neige, il y a moins d'eau qui est stockée en fait dans les montagnes, et donc vous avez moins de... Comme les montagnes, c'est un beau château d'eau, la neige fond et nous amène l'essentiel de l'eau qu'on a en été vient de la fonte des glaciers. Si vous avez moins d'accumulation de neige, ça peut changer vraiment le cycle saisonnier des cours d'eau, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont de préoccupation. Pareil, le niveau des mers, on sait qu'il va augmenter pour une raison simple, c'est que quand il fait plus chaud, l'eau se dilate, d'accord, et donc elle monte plus. Voilà. Au premier ordre. Alors il y a aussi la fonte des glaciers, il y a aussi la fonte des calottes, mais il y a même cet effet de dilatation qui joue un rôle très important. Par contre, il y a différentes choses qu'on ne sait pas, notamment, alors on en parle souvent, ça défraye la chronique, les cyclones, les tempêtes et autres, les événements extrêmes.
Il y a beaucoup d'éléments extrêmes dont on ne sait pas en fait comment ils vont évoluer en cas de changement climatique. On n'est pas obligé de faire du catastrophisme, mais disons, ça peut changer, c'est sûr, mais on ne sait pas comment. Ce qu'on sait, par exemple, quand même de façon c'est sûr, c'est que les périodes de canicule et autres, elles vont augmenter. Les périodes de froid fort vont par contre diminuer. Mais les cyclones, les tempêtes, comment ils vont évoluer en le temps, eh ben, on ne sait pas. Et c'est probablement, ça va dépendre d'une région à l'autre. Et par exemple, pour les tempêtes, il peut y avoir des choses qui peuvent sembler contradictoires. Alors aujourd'hui, par exemple, pour les tempêtes, on n'est pas sûr à 100%. Mais ce qu'on pense, par exemple, c'est que leur nombre va diminuer. Mais par contre, l'intensité des tempêtes les plus fortes va augmenter. D'accord ? Donc c'est ce genre de choses où, à la fois, effectivement, le nombre de tempêtes va augmenter, mais le nombre de tempêtes très fortes peut augmenter. C'est plutôt, à nouveau, le genre de choses auxquelles on pense, bien qu'à nouveau, ça fait partie des questions sur lesquelles on n'est pas sûr. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et j'espère, je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Merci Jean-Louis. Donc, je me tourne vers le public pour savoir si des gens veulent poser des questions. Je peux... Ah, voilà. Sur l'un des derniers schémas, vous montriez que la température entre l'an 1000 environ et l'an 1850 n'avait très peu varié. Ce sont les températures où? Parce qu'en France et en Europe, on sait qu'elle a varié. Il y a eu des périodes chaudes et froides. Oui, alors il y a différentes reconstitutions. Ce que j'ai montré là, c'est une estimation de la température moyenne, mais sur tout l'hémisphère nord. D'accord ? Donc si vous prenez, alors il y a la question notamment du petit âge glaciaire, où on sait en Europe il a fait plus froid. La Seine a gelé, etc. Mais ça même en 1940, je crois. Donc, alors, ce qu'on pense, parce qu'à nouveau, il n'y avait pas de mesure à l'époque, donc c'est des reconstitutions. On pense, d'après les reconstitutions, qu'il y a eu une vague de froid assez forte, d'accord, tout autour en fait, de l'océan Atlantique, et qui est probablement due, à nouveau, c'est pas sûr, à une fluctuation en fait, de la circulation océanique, d'accord, qui a eu un impact, on s'en doute, tout autour du bassin océanique. On pense savoir qu'il y a aussi des variations de température à d'autres endroits. Donc il y a des recompositions qui sont faites en Chine aussi avec la datation sur les fleurs et puis dans les Andes. Mais en fait, elles n'ont pas été en phase. D'accord ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'échelle de 1000 ans, il y a des fluctuations de température. Localement, en moyenne, on les estime à quelques degrés. D'accord ? Si on fait regarder la température en France ou autre, en moyenne, c'est quelques degrés. En moyenne globale sur l'hémisphère nord, c'est plus faible. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas en phase. D'accord ? Et je ne sais plus trop, mais l'ordre de grandeur des reconstitutions de température en Europe, c'est de l'ordre de, j'allais dire, 2-3 degrés. D'accord ? Pendant quelques dizaines d'années. Mais on pense que c'est plutôt local, et on pense, à nouveau, parce que ça fait partie des travaux de recherche, que c'est plus lié effectivement à une variation de la circulation océanique. Vous savez, l'océan transporte de la chaleur, qui a une influence non négligeable sur l'Europe, qui a eu cet effet-là. Mais c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, les fluctuations de température, il y en a tout le temps, il y en aura toujours, il continuera à y en avoir. Il y a des années chaudes, il y a des hivers plus ou moins chauds, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les fluctuations statistiques, ça existe, d'accord ? Et c'est tout à fait naturel, et voilà, quoi, ça continuera. Donc ça nous donne une indication en fait, de la sensibilité de notre société à une variation de température qui est naturelle en l'occurrence. Par contre, ça n'empêche pas que, en plus de ces fluctuations, il peut y avoir des tendances long terme. C'est le point sur lequel je veux vraiment insister. C'est qu'à la fois, il y a des variations naturelles du climat qui sont aussi simulées par le modèle, qui ne posent pas de problème, théorique, disons, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des variations naturelles qu'il ne peut pas y avoir de variations anthropiques. Ce n'est pas parce que la température refroidit sur 10 ans qu'elle ne se réchauffe pas sur 100 ans.
Il n'y a pas de contradiction fondamentale. J'ai du mal à comprendre que vous puissiez avoir une température moyenne de tout l'hémisphère nord et pendant le petit âge glaciaire et aussi au Moyen Âge. Là, au contraire, ça s'est réchauffé. Alors, ok, il y a une estimation. Comment on estime les températures moyennes? Bon, je ne suis pas un grand spécialiste. Moi, en fait, j'aime pas parler de température moyenne avant 1950, pour que les choses soient claires. Parce que avant, il y a une dizaine de points ou une vingtaine de points, et puis on fait un certain nombre d'hypothèses pour les reconstituer. D'accord. Donc, on parle. Alors, à nouveau, il y a quand même un certain nombre d'arguments solides pour dire que justement, localement, la température a varié. D'accord. À nouveau, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, ce qu'on sait quand même, c'est que la variation, on est capable aussi de savoir qu'elle n'a pas varié pas seulement d'un point. Mais même si on n'a pas des reconstitutions continues, on est capable de savoir qu'elle a varié dans des régions assez grandes, régions type Europe, etc. Donc, et on est capable aussi de savoir que ça variait de l'autre côté de l'Atlantique, etc. Donc on a quand même des notions autres. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, donc vous pouvez, etc. Mais pour moi, c'est pas ça l'enjeu. C'est-à-dire, on sait que ça varie. Oui, ça varie. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je dis. Hier, il a fait chaud, demain, il fera froid, je ne sais pas. D'accord. Mais ça n'empêche pas que ces variations, en fait, en valeur moyenne globale, sont certainement très faibles. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud à un endroit, comme cette année en Russie, ben, il fait froid ailleurs, d'accord? Comme chez nous. Hein, c'était pas terrible. Okay, voilà, donc il y a des effets de moyenne, et ça n'empêche pas que localement, ça peut varier. Savoir déterminer la température moyenne sur un hémisphère, c'est un boulot en tant que tel qui n'est pas ma spécialité, il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà, une barre d'erreur, même si vous mettez 1 degré d'erreur ou autre. Mon point, c'est que nous, si on fait des variations de température, si ce qu'on projette comme variation de température, c'est 2, 4, 6 degrés, c'est ce qu'on est capable vraiment de dire, ça je suis assez ferme là-dessus, c'est que ça, au Moyen-Âge, c'est peut-être pas 6 degrés de plus ou 6 degrés de moins, d'accord, à l'échelle globale. Parce que ça, pour plein de raisons, on l'aurait vu sur différents indicateurs, que ce soit la glace, les pollens, on a plein d'indicateurs, disons, paléoclimatologiques qui nous permettent de faire des reconstitutions. Donc on sait qu'à l'échelle globale, au Moyen-Âge, ce n'était pas 6 degrés plus chaud, plus froid qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. D'accord. On sait que ça a varié. Par contre, ce que disent les modèles basés sur des équations physiques, c'est qu'on a un risque fort, on n'est pas sûr, on a un risque fort d'avoir des variations climatiques de 4-6 degrés à l'échelle de siècle, et ça c'est beaucoup par rapport aux fluctuations de 1000 ans. C'est pas la valeur, à nouveau, j'insiste beaucoup, c'est pas la valeur, moi qui me en soi, de savoir si 0,5, 1 degré ou autre, je ne vais pas me battre là-dessus. Par contre, ce qu'on sait vraiment, à nouveau, c'est que ce qu'on projette à l'échelle du siècle, c'est beaucoup par rapport aux fluctuations d'il y a 1000 ans, ça c'est sûr. Une autre question? J'aimerais savoir s'il risque réellement d'y avoir un emballement des températures, parce qu'on nous dit également qu'il y a un effet de dégazement au niveau des océans, du méthane. Et c'est quand même un gaz qui joue sur l'effet de serre. Et apparemment beaucoup plus que le CO2. Il joue plus sur CO2, faire attention. Ce que je vous dis, c'est que actuellement, les émissions de méthane, alors elles sont plutôt stabilisées, et si on regarde l'effet sur son temps, peu importe d'où vient l'origine du CH4, il est quand même plus faible que celui du CO2. Alors effectivement, il y a un certain nombre il y a un risque, notamment lié à ce qui est stocké dans l'océan, mais aussi dans le permafrost, d'accord, d'émissions de CH4 ou de CO2 d'ailleurs aussi. Alors, au niveau de l'effet d'emballement, moi je préfère parler d'effet d'amplification. Pourquoi? On a déjà ça sur Terre. Je prends un exemple que je connais mieux que si vous parlez. C'est ce qu'on appelle l'effet de rétroaction de la vapeur d'eau. De façon schématique, je vous ai dit, la vapeur d'eau, c'est le principal gaz à effet de serre, d'accord? Par contre, ce que vous savez probablement, c'est que plus il fait chaud plus un gaz est chaud, plus on peut mettre de la vapeur d'eau, d'accord?
Alors ce que vous voyez souvent, c'est l'effet contraire. Quand vous prenez votre douche, la vitre est froide, et ben ça se condense sur la vitre. Pourquoi la vitre est plus froide? Donc en fait, il peut y avoir moins de vapeur d'eau sur la vitre, sur l'air près de la vitre froide qu'ailleurs. Voilà. Donc un exemple typique de ce qu'on appelle de rétroaction, donc il fait plus chaud, donc vous pouvez mettre plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc si vous augmentez la concentration de vapeur d'eau, qui est le principal gaz à effet de serre, vous augmentez l'effet de serre, donc la température, donc, etc. C'est ce qu'on appelle une rétroaction. Alors, ce n'est pas un truc infernal. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous faites ça, la température de l'ensemble augmente. Et la loi que je vous ai dit tout à l'heure, plus on augmente la température, plus on augmente l'émission. Et donc ça stabilise le système. D'accord? Donc, il n'y a pas d'effet d'emballement. Par contre, il y a un effet d'amplification. Alors, pour le méthane et pour le CO2, il y a un peu la même chose, effectivement. Il y a un risque qu'il y ait avec notamment le permafrost ou ce qui est stocké dans l'océan, une émission dans le futur qui pourrait augmenter, avoir des effets plus importants que ceux qui sont prévus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nos projections, je veux dire, ce n'est pas les pires. Tout ça, on nous accuse des pires mots, etc. Non, ce genre de choses qui sont des possibilités, c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire que les projections peuvent être pires que ce qu'on prévoit actuellement. Ce n'est pas exclu. Mais ça fait partie des champs d'investigation de travail. Il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà, c'est ce qu'on pense, ce qu'on essaie de faire, c'est tout ce qui repose sur des lois assez solides, sur lesquelles on est assez sûr, et ben on les prend en compte, et c'est là-dessus qu'on fait nos projections. Ça peut être pire, ça peut être moins pire, ça on ne sait pas. On essaie de faire quelque chose qui est le plus solide physiquement. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la moitié à peu près du CO2 qu'on émet est absorbé par l'océan et par les plantes, d'accord ? Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si l'océan se réchauffe, il y a moins de CO2 qui peut être stocké dans l'océan. De même, si les plantes, s'il pleut moins, ou au moins s'il y a plus d'évaporation des plantes, en fait, il y a plus ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc les plantes, au moins certaines plantes, marchent moins bien, la photosynthèse marche moins bien, donc elles absorbent moins de carbone. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on étudie pas mal depuis quelques années et qui peuvent changer, en fait, la quantité de CO2 qui est stockée tous les jours par l'océan et la biosphère. Donc oui, il peut y avoir ce genre de choses. C'est des sujets sur lesquels on travaille et qui font partie des choses qu'on ne sait pas bien. Je vais passer par là. Oui, question très simple. Quid du Soleil? Est-ce qu'il y a des variations qui ont été étudiées? Quelles sont les influences sur tout ce que vous nous avez signalé? Alors, oui, c'est vrai que j'ai un peu le Soleil, alors il y a plusieurs indications. Le Soleil, il y a différents aspects. La première chose, c'est que, bon, je vous ai dit, donc c'est une source fondamentale. Grosso modo, on réchauffe d'un côté, on refroidit de l'autre. Donc toute variation du rayonnement solaire impacte forcément le climat de la Terre. Alors, actuellement, ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir au niveau des théories, disons, c'est que les entrées et sorties en glaciation, par exemple, c'est vraiment lié au Soleil. Alors, pas lié au Soleil en tant que Soleil lui-même, mais en tant que la position relative de la Terre et du Soleil. D'accord ? C'est-à-dire que... Alors, j'ai besoin de mes mains. Je suis un peu comme un Italien. J'ai besoin de mes mains pour parler. Si vous prenez la Terre tourne autour du Soleil, d'accord ? Alors, ce n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse, et la forme de l'ellipse change, d'accord ? Et c'est ça qui régit les saisons et autres. Si vous changez les saisons, d'accord, vous changez votre climat. Et on pense que c'est le changement de la position relative de la Terre et du Soleil qui est à l'origine des entrées et des sorties de glaciation. Donc les variations à 100 000 ans qu'on observe, d'accord, sont dues justement à des variations, alors pas du Soleil en tant que tel, mais de la position relative de la Terre et du Soleil. En termes de variation du Soleil, alors ce qui se passe, c'est que on mesure l'intensité du rayonnement solaire depuis très peu de temps. Ce qu'on mesure ce qu'on observe depuis plus longtemps, c'est les taches solaires qui ont évolué en fonction du temps. La relation entre taches solaires et intensité du Soleil n'est pas triviale. On essaye aussi de reconstituer des variations dans le Soleil depuis plus longtemps par des traceurs radioactifs comme le beryllium et autres. Donc on essaie de se faire des reconstitutions comme ça du rayonnement solaire.
au jour d'aujourd'hui, donc on est capable d'estimer, avec un certain nombre d'hypothèses, les variations du flux solaire depuis à différentes échelles de temps, j'allais dire depuis 150 ans, même depuis 1000 ans, même au-delà. Et c'est la figure que je vous ai montrée tout à l'heure un peu. Aujourd'hui, la variation de l'intensité du rayonnement solaire depuis, là je la trace que depuis 100 ans je crois, ne permet pas, voilà, ici en bleu clair, c'est cette espèce de bleu turquoise, pardon, voilà, c'est ici. C'est normalisé au sens, c'est le forçage radiatif, c'est la perturbation radiative, grosso modo, plus c'est important, plus c'est fort. Vous voyez que ça existe, c'est pas nul, mais c'est très faible à la fois par rapport aux autres perturbations naturelles qui sont les volcans et par rapport à l'accroissement des gaz à effet de serre. Donc, alors, ça c'est la théorie actuelle. On peut imaginer, alors il y a beaucoup de gens il y a un certain nombre de gens qui travaillent sur le fait que les variations de l'intensité du rayonnement solaire pourraient, via des phénomènes assez compliqués, modifier plus le climat que ça. Alors il y a des théories qui sont qui en a plus de la spéculation. Il y a des théories qui sont un peu plus abouties, et celle la plus aboutie, c'est de dire que ces fluctuations en fait de l'intensité du rayonnement solaire, elles sont surtout très importantes dans l'ultraviolet, et si vous changez le rayonnement ultraviolet, vous changez la quantité d'ozone dans la stratosphère, et donc on peut montrer que ça change pas mal le climat. Ceci dit, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on est capable d'estimer après ça, c'est des variations qui ne sont pas très importantes, d'accord ? Pas très importantes à l'échelle des perturbations du CO2, d'accord ? Au niveau des variations, justement, on parlait tout à l'heure du Moyen-Âge ou autre, effectivement, quel est le rôle du Soleil, des volcans ou de la variabilité naturelle sur le petit âge glaciaire, l'optimum médiéval, etc., c'est des choses qui ne sont pas claires. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais on n'a pas de théorie. De théorie complète. La théorie complète qu'on a dit que l'effet est faible, d'accord ? Il est quantifié, il est faible, et on pense qu'en fait les effets des volcans est finalement plus important sur ces échelles-là que l'effet de variation du solaire. Et il y a peut-être quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Il y a pas mal de gens qui travaillent plutôt sur l'aspect chimique, couplage avec l'ozone, etc. Et il y a pas mal de travaux qui se sont faits là-dessus. Mais non. Dire des choses différemment, que le Soleil ait une influence un peu plus importante que ça, c'est peut-être, d'accord ? Mais et ça justifie le fait qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les autres effets, qui sont basés sur des phénomènes de la physique solide, tels que l'effet de serre, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que ça, c'est de la physique solide, au sens que j'appelle solide, c'est bien comprise. Et même s'il y a du rayonnement solaire, des fluctuations solaires, ça viendra s'ajouter à ça. Ça ne dira pas qu'il n'y a pas d'effet de serre. D'accord ? Donc peut-être qu'on néglige ou on sous-estime l'influence du Soleil sur le climat, peut-être, mais ça n'empêche pas que les autres phénomènes sont aussi là quand même. Quelqu'un d'autre se lance ? Oui. Merci. Est-ce que la physique des modèles que vous utilisez, ceux du GIEC, est corrigée en fonction de ce qu'on observe? En particulier, on sait que le CO2 a augmenté depuis quelque temps, depuis plusieurs décennies, d'un facteur 3 ou 4. Et également, est-ce qu'on tient compte de la fonte du Groenland? Alors, la fonte rapide, plus rapide que prévu. Alors non, alors pour la dernière question, la réponse est non. Pour l'instant, on commence en fait. Nous, par exemple, au labo, il y a des études qui sont faites depuis 4-5 ans là-dessus. Mais effectivement, ça fait partie des mauvaises surprises. On parlait tout à l'heure, et si c'était pire, oui, ça peut être pire. Notamment, on avait complètement négligé, on ne pensait pas que les calottes pourraient réagir si vite. D'accord ? Et ça a été une surprise, disons, depuis 5-10 ans, de voir notamment, effectivement, le Groenland, mais aussi certaines parties de l'Antarctique, finalement, bouger plus que ce qu'on pensait. Alors après, à nouveau, il y a à regarder qu'est-ce qui relève de la variabilité naturelle du climat, qui existe pour les calottes. Est-ce qu'il relève d'éventuelles réponses à un forçage anthropique ?
Par contre, on s'est rendu compte que la physique de l'écoulement des calottes était en fait beaucoup plus compliquée que prévu et il pouvait effectivement y avoir des sensibilités très fortes à des petites fluctuations qu'on n'avait pas pris en compte. Donc ça, il y a pas mal de travail qui porte là-dessus maintenant. Bon, il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent là-dessus. Mais dans les résultats que j'ai montrés, c'est pas encore présent. On commence à tester ça, d'accord. Sur l'autre aspect du CO2, les CO2, en fait, pour nous, pour simplifier, pour nous, en fait, on rentre l'évolution du CO2 observée. D'accord. Donc, disons, ça, c'est il n'y en a pas beaucoup de paramètres, mais ça fait partie des paramètres. De même qu'on rentre la variation de la constante solaire. La constante solaire, elle est observée, donc elle varie en fonction du temps. Donc, ça, c'est de l'information le modèle ne calcule pas, là, le soleil. Il n'y a pas de modèle de soleil, on l'impose, d'accord. De même, bref, on peut ne pas calculer le CO2 en tous les cas, et donc on peut l'imposer. Et dans ce cas-là, on prend en compte l'évolution du CO2 observée depuis 150 ans. Pardon. Question naïve. Si on se place en dehors de notre planète à l'échelle de l'univers, étant donné que notre univers est en expansion continue, encore maintenant, et que l'expansion produit du froid, n'y a-t-il pas possibilité ou espoir de voir ce froid, à côté de notre petite planète qui s'échauffe, avoir une certaine influence? Alors là, on rentre dans un domaine dans lequel je suis totalement ignorant. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que de façon très schématique, donc pour nous au moins, dans le cadre au moins dans lequel on se place, tout ce qui n'est pas la Terre, j'allais dire, à part le Soleil qui arrive, le reste, c'est un corps noir à 3 Kelvin. D'accord. Donc si vous passez de 3 Kelvin, qui est la température, ce qu'on appelle du rayonnement résiduel de l'univers, d'accord, si vous changez un peu cette température, ce qu'on peut montrer, c'est que ça ne change vraiment pas le climat. Donc je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus pour changer vraiment le climat de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très 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 faible. Cette température de l'univers, grosso modo, elle est de l'ordre de 3 Kelvin. Donc si vous changez, même si vous passez à 0 Kelvin, ça change. Ce qu'on peut montrer, par contre, c'est que ça ne change rien. Ça, c'est assez facile à montrer que ça ne change rien au refroidissement de la Terre. Parce que l'émission d'un corps à 3 Kelvin en termes d'énergie, c'est vraiment très faible. Et je voulais savoir s'il y avait des phénomènes physiques que vous n'arriviez pas à modéliser. Par exemple, dans vos modèles, vous prenez en compte, je ne sais pas, l'épaisseur de la glace, l'albédo. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées dans les modèles, qui ne sont pas intégrées? Oui, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, et il y a des choses qui sont mal prises en compte. Et il y a des choses, voilà, ça fait partie de notre travail de tous les jours, d'essayer d'améliorer les modèles. Alors, comment on fait? Il y a d'une part, on a deux façons de faire, deux approches. Grosso modo, chacun a son travail, son sujet de recherche, et puis l'améliore en tant que tel, d'accord, tous les jours. Donc il y a des gens qui travaillent sur les nuages, il y a des gens qui travaillent sur la convection, sur la couche limite, sur les aérosols, etc. Donc on essaye d'améliorer la compréhension de ces différents phénomènes. Et puis aussi, la façon de travailler, c'est de dire, voilà, on a un modèle qui prévoit tous des changements climatiques différents, en fait, et on essaie de comprendre pourquoi ils diffèrent. D'accord. Est-ce qu'on est capable d'identifier la raison pour laquelle ils diffèrent? Et si oui, on va essayer de travailler sur ces raisons qui font que les modèles sont différents. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on peut montrer, c'est qu'une des raisons importantes pour lesquelles les modèles de climat ne simulent pas la même réponse, d'accord, c'est le fait qu'ils prennent très mal qu'ils ne simulent pas de la même façon la façon dont évolueront les nuages. Donc il y a énormément de travail qui est fait pour justement les schémas de convection, de formation des nuages, etc. Voilà. Un modèle, et tout ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une simplification extrême de la réalité, même s'ils sont très compliqués. La réalité est beaucoup plus compliquée que tout ce qu'on peut imaginer traiter. Donc c'est toujours une simplification. D'accord. Donc quand on fait de la modélisation, en fait, j'allais dire, on passe probablement la moitié de son temps
même plus, à évaluer le modèle, à le comparer aux observations, à essayer de comprendre ce qui ne marche pas, etc. Ouais. C'est parce que c'est une phase importante, parce qu'on sait qu'on ne peut pas traiter toute la complexité. D'accord ? Donc on sait qu'il faut faire des approximations. Donc on essaye en permanence de justifier les approximations, de regarder quelles sont les conséquences, etc. Mais on sait, on ne prétend pas faire un modèle complet. On sait, c'est trop compliqué. On ne peut pas prendre en compte le fait qu'une feuille se met à bouger, etc. D'accord ? Donc on simplifie forcément. Jusqu'où on simplifie, jusqu'où on va, comment on évalue les conséquences de nos simplifications, etc. Ça fait vraiment partie de notre travail de tous les jours. Et c'est une question qui est vraiment difficile, mais je veux dire, qui est une préoccupation, qui est une de nos préoccupations vraiment permanentes. Et donc l'évaluation des modèles par rapport aux observations, c'est pas une contrainte, hein, mais on regarde, on essaie de comparer comment ils se comparent, par exemple, justement en réponse à, il y a eu le Pinatubo, donc une éruption volcanique, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a eu un impact sur la température moyenne de la Terre. Ben, typiquement, nous, on injecte régulièrement des Pinatubo dans notre modèle pour voir comment il réagit, d'accord, pour essayer de regarder comment le modèle répond à des perturbations observées. On va s'arrêter là, parce qu'il est 8h, on peut utiliser la salle jusqu'à 8h. Si vous avez une question, vous pensez que vous n'allez pas endormir, si vous ne la posez pas, vous pouvez essayer d'attraper Jean-Louis dehors. On va sortir lentement. Je vous remercie d'être venu. N'oubliez pas, demain, il y a une autre conférence sur Titan à l'auditorium. Vous pouvez aussi venir. Ce sera un autre sujet. Ce sera intéressant, j'espère aussi. Voilà. Merci Jean-Louis. Merci d'être resté jusqu'au bout.